Au dîner de Thanksgiving, mes parents m'ont tendu un chèque de 10 000 € et un aller simple pour que je disparaisse de leur vie. Ma sœur a filmé mon sourire en coin. J'ai pris l'argent, sans leur révéler ce que j'avais fait juste avant. Nous avons pensé qu'il était temps d'avoir une conversation sur ton avenir, Élise, annonça mon père d'une voix forte à travers la table du grand repas dominical, sa voix tranchant le brouhaha confortable de la conversation comme un couteau dans du beurre tiède. Je levai les yeux de mon assiette intacte de rôtis et de gratin dauphinois, sentant déjà l'orage arriver. Toute la famille était réunie chez mes parents à Lyon. Ma sœur cadette, Clara, son mari Hugo, ma tante, mon oncle et quelques cousins à qui je parlais à peine. Tout le monde s'arrêta, fourchette en l'air, comme s'il assistait à une pièce de théâtre soigneusement mise en scène. Ma mère se pencha en avant avec un sourire crispé plaqué sur le visage, le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle fit glisser une enveloppe sur la table en acajou poli vers moi. Elle atterrit juste à côté de mon verre d'eau avec un bruit sourd. « Nous avons discuté, ton père et moi, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Nous pensons que tu as besoin d'un nouveau départ ailleurs. Quelque part loin d'ici où tu pourras enfin comprendre ce que tu veux faire. » Je fixai l'enveloppe sans la toucher. Quelque part loin d'ici. Les mots résonnaient dans mon esprit. Mon cœur commença à s'emballer, mais je gardai un visage neutre. Des années à être rejeté m'avaient appris à masquer mes émotions. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je doucement. Clara, assise juste en face de moi, sourit et sortit son téléphone. Elle l'orienta vers moi, enregistrant clairement la scène. Je remarquai la petite lumière rouge. Bien sûr, elle filmait. Elle voulait capturer mon humiliation, avoir une preuve du moment où sa ratée de sœur se faisait enfin expulser de la famille. Mon père s'éclaircit la gorge. « Ouvre-la. » Je tendis la main vers l'enveloppe lentement, sentant le poids de tous les regards sur moi. À l'intérieur se trouvait un chèque de 10 000 € et un billet d'avion aller simple pour Bordeaux, daté du lundi suivant. « 10 000 €, dit ma mère comme si elle offrait un don royal. Cela devrait être plus que suffisant pour t'installer quelque part de nouveau. Nous avons choisi Bordeaux parce que c'est une ville dynamique avec des opportunités pour les gens comme toi. Enfin, les gens dans ta situation. » La phrase piquait, bien que je refusasse de le montrer. « Nous pensons qu'il est préférable que tu quittes Lyon, » ajouta mon père. « Tu galères ici depuis des années, Élise. Ton petit truc informatique ne mène nulle part. Tu as 29 ans et tu vis encore comme une étudiante boursière. C'est embarrassant. » Je baissai les yeux sur le chèque dans mes mains. 10 000 €, un billet aller simple. Il me payait pour disparaître. Clara gloussa de l'autre côté de la table, filmant toujours. Hugo eut un petit sourire en coin à côté d'elle, secouant la tête comme s'il avait pitié de moi. Je m'appelle Élise et j'ai 29 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être traité comme la déception de la famille. Alors que ma sœur cadette Clara était célébrée pour chaque réussite mineure à être élue au bureau des étudiants, obtenir son diplôme d'école de commerce, décrocher un poste en marketing dans une agence moyenne, j'étais celle qui n'était jamais à la hauteur. J'étais trop calme, trop maladroite, trop obsédée par les ordinateurs et le code. Je ne rentrais pas dans le moule que mes parents voulaient. Quand je leur ai dit il y a 5 ans que je lançais une start-up technologique, ils ont ri. Ils ont vraiment ri. Mon père a dit que je perdais mon temps. Ma mère m'a dit que je devrais trouver un vrai travail, peut-être comme assistante administrative ou réceptionniste. Clara a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais délirante. Mais j'ai continué. J'ai travaillé 70 heures par semaine, vécu dans un studio exigu, survécu grâce aux nouilles instantanées et au café noir. J'ai mis chaque once d'énergie que j'avais pour construire ma start-up à partir de zéro. J'ai appris par moi-même des langages de programmation avancés, travaillé avec des investisseurs, participé à des concours de pitch et, lentement, douloureusement, j'ai construit quelque chose de réel. Et ce matin, quelques heures seulement avant d'entrer dans ce déjeuner dominical, j'avais signé les papiers finaux pour vendre mon entreprise pour 8,5 millions d'euros. Je levai les yeux vers mes parents, vers l'expression joyeuse de Clara, vers toute la table qui me regardait comme un animal blessé qu'on allait enfin abréger. Ils n'avaient aucune idée, pas le moindre indice. Je forçai un petit sourire serré et pliai soigneusement le chèque. « Merci » dis-je doucement. Les épaules de ma mère se détendirent. Mon père hocha la tête d'un air approbateur. Clara baissa légèrement son téléphone, semblant presque déçue que je n'ai pas fondu en larmes.
Nous savions que tu comprendrais, dit ma mère en se penchant pour tapoter ma main. C'est pour le mieux, ma chérie. Tu verras. Parfois, les gens ont juste besoin d'un coup de pouce pour avancer. J'ai hoché la tête, glissant le chèque et le billet dans l'enveloppe. Mes doigts tremblaient légèrement, mais pas de tristesse ou de honte. C'était de la colère, une colère pure et bouillonnante que j'avais ravalée pendant près de 3 décennies. Ils pensaient se débarrasser de moi. Ils pensaient résoudre leurs problèmes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de perdre la seule personne de cette famille qui avait réellement accompli quelque chose par elle-même. Je jetai un coup d'œil à Clara, qui tenait toujours son téléphone, planifiant probablement déjà de poster la vidéo en ligne avec une légende sarcastique sur sa ratée de sœur. Je croisai son regard et lui adressai le plus léger des sourires en coin. Elle fronça les sourcils, confuse. Bien. Laisse-la se poser des questions. En grandissant, j'avais toujours été le vilain petit canard. Clara était née 3 ans après moi, et dès son arrivée, il était clair qu'elle était l'enfant prodige. Elle était extravertie, charmante et socialement à l'aise sans effort. J'étais introverti, rat de bibliothèque et plus intéressé par le démontage de vieux ordinateurs que par le fait de me faire des amis. Mes parents n'ont jamais caché leur favoritisme. Quand Clara avait une bonne note moyenne, ils célébraient avec des gâteaux et des éloges. Quand je ramenais des bulletins parfaits, ils y jetaient à peine un coup d'œil. Quand Clara a rejoint le club de théâtre, mes parents ont assisté à chaque événement. Quand j'ai gagné un concours régional de codage au lycée, ils ne sont même pas venus à la cérémonie de remise des prix. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner vers mon 16e anniversaire. J'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais ce qu'ils voulaient. Alors, je me suis concentré sur ce que j'aimais à la place. La technologie, la résolution de problèmes, la construction de choses qui comptaient. Après le lycée, je suis allé à l'université publique. Mes parents ont refusé d'aider pour les frais de scolarité, disant que je devais apprendre la responsabilité. Pendant ce temps, ils payaient l'intégralité de la scolarité de Clara dans une école de commerce privée, lui achetaient une voiture et l'installaient dans un bel appartement. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel pour payer mes études. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, un master en informatique, et 0 soutien de ma famille. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 5 ans, je ne leur en ai pas dit grand-chose. Je savais qu'ils s'en ficheraient. J'ai gardé la tête baissée, travaillé en silence et construit quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, assise à cette table avec leur chèque insultant dans la main, je réalisais à quel point ils me connaissaient peu. Ma mère parlait encore. Quelque chose à propos du fait que Bordeaux avait une scène jeune et dynamique et comment je pourrais enfin rencontrer des gens bien. Je l'écoutais à peine, laissant ses mots glisser sur moi comme un bruit de fond. Je pensais au contrat d'acquisition assis dans le bureau de mon avocat, signé et finalisé. Je pensais aux 8,5 millions qui arriveraient sur mon compte dans les 2 prochaines semaines. Je pensais à l'avenir dans lequel j'étais sur le point d'entrer, un avenir auquel il ne prenait pas part. Clara posa son téléphone et attrapa son verre de vin, l'air suffisant. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir capturé le moment parfait de ma défaite. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. J'avais toujours été invisible pour eux. Même maintenant, alors qu'ils discutaient de ma vie comme si je n'étais pas assise juste là. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Un échec, une déception. Quelqu'un qui devait être géré et écarté. Mais je n'étais plus invisible. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, accompli quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et bientôt, très bientôt, ils allaient réaliser exactement qui j'étais. Je glissai l'enveloppe dans mon sac à main et me levai de table. « Où vas-tu » demanda ma mère, surprise. « Juste prendre l'air » dis-je calmement. « Je reviens dans 1 minute. » Je sortis sur la terrasse arrière et laissai l'air frais de novembre remplir mes poumons. Les lumières de la ville de Lyon scintillaient au loin, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Ils voulaient que je parte. Très bien, je partirai, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. Là, en haut de ma boîte de réception, se trouvait la confirmation de mon avocat. Acquisition finalisée. Félicitations, Élise. Je souris. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse-les croire qu'ils se sont enfin débarrassés de leur fille embarrassante. Laisse Clara poster sa vidéo stupide,
car dans quelques jours, la nouvelle éclaterait. Et quand ce serait le cas, leur monde entier allait s'effondrer. Je glissai mon téléphone dans ma poche et retournai à table, le visage soigneusement neutre. « Tout va bien ?» demanda mon père. « Tout est parfait » dis-je. Et je le pensais vraiment. Le déjeuner continua, mais je goûtais à peine la nourriture. Mon esprit était déjà à des kilomètres, planifiant mes prochaines étapes. J'encaisserais leur chèque. Pourquoi pas? C'était le moins qu'ils me devaient après des années de négligence. Je prendrais leur billet d'avion et j'irais à Bordeaux, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que j'avais toujours voulu vivre ailleurs, quelque part où je pourrais repartir à zéro sans le poids de leur jugement. Mais d'abord, je les laisserais s'asseoir dans leur arrogance un peu plus longtemps. Je les laisserais penser qu'ils avaient résolu leurs problèmes, et ensuite je laisserais la vérité s'abattre sur eux comme un raz-de-marée. Clara me jeta un coup d'œil de l'autre côté de la table, son expression toujours suffisante. Je croisai son regard et souris doucement. Elle détourna les yeux, mal à l'aise. Parfait. La tempête arrivait, et j'avais hâte de les regarder se noyer dedans. Quand je repense à toutes ces années, je peux identifier les moments exacts où j'aurais dû réaliser qu'ils ne me verraient jamais. Il y a eu le concours de sciences en 4e où j'ai construit un robot fonctionnel à partir de pièces détachées récupérées dans des vide-greniers. J'ai gagné le premier prix. Mes parents ne sont pas venus le voir. Ils étaient au match de handball de Clara, à la regarder rester sur le banc pendant tout le match. Il y a eu ma remise de diplôme au lycée où j'ai prononcé le discours de major de promotion. Ma mère s'est plainte tout le temps que la cérémonie était trop longue et qu'elle avait mal à la tête. Clara n'avait même pas pris la peine de venir. Il y a eu le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université. Mon père y a jeté un coup d'œil et a dit « Eh bien, j'espère que tu prévois de couvrir les frais toi-même. » Et il y a eu ce jour, 3 ans après le début de la construction de ma start-up, où j'ai essayé une dernière fois de partager mes progrès avec eux. Je me suis présenté au dîner du dimanche avec un prototype de mon logiciel, excité de montrer ce que j'avais créé. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. Ma mère a demandé si j'avais envisagé de trouver un emploi avec une mutuelle. Clara a ri et a dit que je perdais mon temps. C'était la dernière fois que j'essayais de les inclure dans ma vie. J'ai arrêté d'aller au dîner de famille. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'espérer qu'ils seraient un jour fiers de moi. Et j'ai versé toute cette douleur, tout ce rejet dans mon travail. Chaque ligne de code que j'écrivais était un acte de défiance. Chaque réunion d'investisseurs à laquelle j'assistais était la preuve que j'étais plus que ce qu'ils croyaient. Chaque étape franchie par mon entreprise était un pas de plus loin de la fille qu'ils pensaient que j'étais. Au moment où je suis entré dans ce repas de famille, je les avais déjà laissés derrière moi de toutes les manières qui comptaient. Le chèque et le billet d'avion n'étaient que la confirmation finale de ce que j'avais toujours su. Ils ne voulaient pas de moi. Mais voici ce qu'ils ne comprenaient pas, je n'avais plus besoin qu'ils veuillent de moi. Je m'étais voulu assez moi-même pour réussir. En grandissant, j'étais toujours l'intruse. Pendant que Clara avait des goûters d'anniversaire, j'avais des tutoriels de codage et des manuels informatiques. Pendant qu'elle apprenait à naviguer dans les hiérarchies sociales, j'apprenais à naviguer dans des algorithmes complexes. Mes parents voyaient cela comme un comportement antisocial. Ils s'inquiétaient que je ne m'intègre jamais, que je ne trouve jamais de mari, que je n'ai jamais une vie normale. Ils m'ont envoyé chez des psys qui ont essayé de me rendre plus extraverti. Ils m'ont inscrite à des activités que je détestais, cours de danse, colonies artistiques et espérant que je développerais des compétences sociales. Mais je voulais juste construire des choses. Je voulais résoudre des problèmes. Je voulais créer des logiciels qui pourraient changer la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Rien de tout cela ne comptait pour eux. Ce n'était pas assez tangible. Ce n'était pas assez impressionnant. Cela ne correspondait pas à leur récit du succès. Alors, ils m'ont abandonné et se sont concentrés sur Clara, qui était plus facile à comprendre, plus facile à mouler selon leurs désirs. Et j'ai appris à être seul. J'ai appris à trouver une validation dans mon travail plutôt que dans leur approbation. J'ai appris à mesurer ma valeur par ce que je pouvais créer, pas par ce qu'ils pensaient de moi. Cela m'a rendue plus forte. Cela m'a rendue résiliente. Mais cela a aussi laissé des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Assise à cette table, tenant leur chèque pathétique, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais déjà gagné.
Le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation a été le moment où je suis devenu inarrêtable. Ils ne le savaient simplement pas encore. Le repas s'éternisa. Mes proches faisaient la conversation sur la météo, les vacances à venir, et la récente promotion de Clara au travail. Elle se prélassait dans l'attention, décrivant ses nouvelles responsabilités avec un enthousiasme exagéré, tandis que mes parents hochaient la tête et la louaient sans fin. « Tu as toujours été si ambitieuse, Clara, » dit ma mère, rayonnante. « Nous sommes si fiers de toi. » Je restais assise tranquillement, poussant un morceau de pain sur mon assiette. Personne ne me demandait rien. Personne ne regardait même dans ma direction. C'était comme si j'étais déjà parti, comme si l'enveloppe qu'il m'avait donnée m'avait entièrement effacé de la famille. Quand le dessert fut servi, une tarte aux pommes maison, je pris enfin la parole. « Merci pour le chèque, » dis-je en regardant directement mes parents. « Et le billet. J'apprécie vraiment. » Mon père posa sa fourchette et hocha la tête d'un air approbateur. « Nous sommes contents que tu sois raisonnable à ce sujet, Élise. Nous craignons que tu ne le prennes mal. » « Pas du tout, » dis-je, forçant un sourire. « Je pense qu'un nouveau départ est exactement ce dont j'ai besoin. » Ma mère sembla soulagée. « Je suis si heureuse que tu comprennes, ma chérie. C'est vraiment pour le mieux. Tu tournes en rond à Lyon depuis trop longtemps. Un changement de décor te fera du bien. » Clara renifla doucement. « Ouais, peut-être que tu trouveras enfin quelque chose qui marche pour une fois. » Je me tournai vers elle, mon sourire ne vacillant jamais. « Peut-être. » Elle détourna le regard, clairement troublée par mon calme. Elle s'était attendue à des larmes, de la colère, ou au moins un signe de défaite. Au lieu de cela, j'étais agréable, même plaisante. Cela la déstabilisait. « Bien. Laisse-la s'agiter. » Hugo se pencha en arrière sur sa chaise, faisant tourner son vin. « Honnêtement, Élise, c'est probablement la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parfois, les gens ont besoin d'une remise à zéro brutale. Tu sais, une chance de recommencer quelque part où personne ne les connaît. » La condescendance dans sa voix était à peine dissimulée. J'avais envie de lui lancer mon verre d'eau, mais à la place, j'ai juste hoché la tête. « Tu as tout à fait raison, » dis-je doucement. Ma tante, qui était restée silencieuse la majeure partie de la soirée, intervint finalement. « Je pense que c'est très généreux de la part de tes parents de t'aider comme ça. Toutes les familles ne seraient pas si solidaires. » Solidaires ? Le mot avait un goût de poison. « J'ai beaucoup de chance, » dis-je, la voix plate. Mon oncle ajouta son grain de sel. « Tu sais, Élise, parfois la meilleure chose qui puisse arriver à une personne est de toucher le fond. Cela t'oblige à réévaluer. Peut-être que c'est ton fond, et tu feras enfin quelque chose de toi-même. » Toucher le fond. Comme si je n'avais pas déjà gravi des montagnes qu'il ne pouvait même pas imaginer. Après le dessert, la famille passa au salon pour le café. Je m'excusai pour aller aux toilettes, mais à la place, je m'attardai dans le couloir, juste hors de vue. Je pouvais les entendre parler, leur voix dérivant depuis le salon. « Je pense que ça s'est mieux passé que prévu, » dit mon père. « Beaucoup mieux, » acquiesça ma mère. J'avais peur qu'elle fasse une scène. Clara ria. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Continuer à prétendre que son petit truc informatique va quelque part? Hugo renchérit. Honnêtement, je pense que 10 000 €, c'est généreux. Elle profite de votre bonne volonté depuis des années. Ma mère soupira. Je sais, mais nous ne pouvions pas juste la couper complètement des vivres. Les gens jaseraient. Au moins de cette façon, nous pouvons dire que nous l'avons aidée à prendre un nouveau départ. Exactement, dit mon père. Et une fois qu'elle sera partie, nous n'aurons plus à gérer l'embarras. Elle a été un boulet à nos pieds depuis trop longtemps. Je restais figé dans le couloir, mes mains serrées en poing. Un boulet à nos pieds, un embarras. C'étaient les mots qu'ils utilisaient pour me décrire. Je savais qu'ils ne me respectaient pas. Je savais qu'ils me voyaient comme un échec. Mais les entendre le dire avec tant de désinvolture, comme une évidence, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Puis la voix de ma mère tomba à un murmure, mais je pouvais encore l'entendre clairement. 10 000 €, c'est plus qu'elle ne mérite. Honnêtement, au moins de cette façon, elle partira tranquillement et nous pourrons enfin passer à autre chose.
J'espère juste qu'elle ne reviendra pas quand l'argent sera épuisé. Mon père eut un rire sombre. Si elle le fait, nous ignorons simplement ses appels. Une fois qu'elle sera à Bordeaux, ce n'est plus notre problème. Clara ajouta, j'ai hâte de dire à tout le monde qu'elle est enfin partie. Ce sera un tel soulagement de ne pas avoir à expliquer pourquoi ma sœur aînée est une telle catastrophe. Les gens demandent toujours de ces nouvelles lors des événements, et je ne sais jamais quoi dire. Hugo ria. Les mots me frappaient comme des coups physiques, l'un après l'autre. Plus qu'elle ne mérite. Plus notre problème. Une catastrophe. Raté. Je pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle maintenant. Pas quand j'étais si près de voir tout s'effondrer pour eux. Je retournai dans le salon, le visage soigneusement neutre. Tout va bien, demanda ma mère, sa voix mielleuse maintenant que j'étais de retour. Très bien, dis-je. J'avais juste besoin d'un moment. Nous restâmes encore 1 heure, faisant une conversation polie. Clara montra à tout le monde des photos de ses récentes vacances à l'île Maurice, et mes parents s'extasièrent devant chaque photo. Je m'assis dans un coin, sirotant du café froid et comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Mon oncle commença à parler de son golf. Ma tante discuta de son club de lecture. Clara se plaignit de ses collègues, les traitant d'incompétents et de paresseux, bien que je susse de ses propres aveux qu'elle faisait à peine un vrai travail elle-même. La conversation tourbillonnait autour de moi, et je me sentais comme un fantôme hantant ma propre réunion de famille. Enfin, vers 21 heures, je me levai et pris mon manteau. « Tu t'en vas » demanda mon père. « Ouais » dis-je. Longue route pour rentrer à mon appartement. Ma mère me serra raidement dans ses bras. « Bonne chance à Bordeaux, Élise. Tu vas nous manquer. » Menteuse, pensai-je. Mais je souris et dis « Merci, maman. » Clara fit un signe de la main depuis le canapé, sans prendre la peine de se lever. « Envoie-moi des photos quand tu arrives. »« Bien sûr, » dis-je. Hugo leva son verre pour un faux toast. Au nouveau départ. Je franchis la porte et ne regardai pas en arrière. Le trajet du retour fut calme. J'éteignis la radio et laissai le silence remplir la voiture. Mon esprit s'emballait, rejouant tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Ils avaient essayé de m'humilier. Ils avaient essayé de m'effacer de leur vie. Et ils pensaient avoir réussi, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Quand je rentrai à mon appartement, je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Je sortis le contrat d'acquisition et le relus une fois de plus juste pour m'assurer qu'il était réel. C'était 8,5 millions d'euros payés intégralement sous 14 jours ouvrables. Je me penchai en arrière sur ma chaise et fixai le plafond. Pour la première fois depuis des années, je ressentais un sentiment de paix. Je l'avais fait. J'avais construit quelque chose de significatif, quelque chose de précieux, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Et mes parents n'en avaient aucune idée. J'ai passé le week-end à emballer mon appartement et à régler les derniers détails. J'ai organisé le déménagement de mes affaires vers Bordeaux, mis à jour mon adresse auprès de la banque et clôturé les comptes dont je n'avais plus besoin. Le samedi, j'ai rencontré mon avocat pour finaliser les derniers détails de l'acquisition. Elle m'a félicité à nouveau, sa chaleur authentique contrastant fortement avec la froideur de ma famille. « Vous devriez être incroyablement fier de vous », dit-elle. « Ce que vous avez construit est remarquable. Ce genre de sortie à votre âge est extraordinaire. » Merci, dis-je, et je le pensais. Le dimanche, j'ai parcouru mon appartement une dernière fois, emballant le reste de mes affaires. J'ai regardé autour du petit studio qui avait été ma maison pendant 5 ans. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était là que j'avais construit mon entreprise, où j'avais passé d'innombrables nuits tardives à coder et à résoudre des problèmes. Cet appartement représentait mon indépendance, ma détermination, mon refus d'abandonner, même quand tout le monde me disait que je devrais. J'ai ressenti un pincement de tristesse en le laissant derrière moi, mais aussi de l'excitation pour ce qui m'attendait. Le lundi matin, je suis allé à l'aéroport et j'ai embarqué sur le vol que mes parents avaient payé. Je m'installai à mon siège, sortis mon ordinateur portable et commençai à planifier la phase suivante de ma vie. Bordeaux était ensoleillée et accueillante quand j'atterris. Je pris un taxi pour l'appartement que j'avais déjà loué, un spacieux 3 pièces dans un quartier agréable, payé avec mon propre argent.
Je n'avais pas besoin de leurs 10 000 euros pour survivre. J'avais plus qu'assez, mais j'ai encaissé leur chèque quand même. Cela semblait symbolique, comme accepter leur insulte finale avant de les couper complètement de ma vie. Je l'ai déposé sur mon compte et j'ai regardé le solde augmenter. 10 000 euros ne signifiaient rien pour moi maintenant, mais je les ai pris quand même parce qu'ils les avaient offerts avec tant de condescendance, une telle certitude que c'était plus que je ne méritais. Il regretterait ces mots. J'ai passé les 2 premiers jours à Bordeaux à installer mon nouvel appartement et à explorer le quartier. La ville était vibrante et pleine d'énergie créative. Je me sentais chez moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie à Lyon. Le mercredi matin, 3 jours après le repas de famille, j'étais assise dans un café près de mon nouvel appartement quand mon téléphone commença à vibrer. SMS après SMS, appel après appel, tous provenant de numéros que je reconnaissais. Ma mère, mon père, Clara, même Hugo. Je les ignorais tous et ouvris l'application d'actualité sur mon téléphone. C'était là, en une. Une start-up technologique lyonnaise rachetée pour 8,5 millions d'euros. Et juste en dessous du titre se trouvait une photo de moi souriant avec confiance, un portrait professionnel que j'avais pris il y a des mois. Je lus l'article lentement, savourant chaque mot. Il détaillait l'acquisition, louait mon approche innovante de l'analyse de données et citait le PDG de l'entreprise acquéreuse, me qualifiant de l'un des esprits les plus brillants de l'industrie. L'article mentionnait mon parcours, mes études et les 5 années que j'avais passées à construire l'entreprise à partir de rien. Il décrivait mon logiciel comme révolutionnaire et prédisait que je serais une force majeure dans l'industrie technologique pour les années à venir. Il y avait une citation d'un analyste du secteur, ce qu'Élise a accompli avec des ressources limitées est tout simplement remarquable. Cette acquisition représente non seulement un succès financier, mais une validation de sa vision technique et de son sens des affaires. Je posai mon téléphone et pris une gorgée de mon café, laissant l'énormité du moment s'imprégner. Ils savaient maintenant. Ils savaient tous. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal de ma mère. Je le mis sur haut-parleur. Élise, ma chérie, nous venons de voir les nouvelles. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? C'est incroyable. Rappelle-nous dès que tu peux. Il faut qu'on parle. Nous sommes si fiers de toi. Si fiers. Les mots étaient risibles. Il y a 3 jours, j'étais un embarras. Maintenant, j'étais quelqu'un dont on pouvait être fier. J'effaçai le message vocal sans répondre. Une autre vibration. Un SMS de Clara. OMG, Élise. Je n'avais aucune idée. Pourquoi tu n'as rien dit? Appelle-moi. Je bloquai son numéro. Mon père laissa un message vocal aussi, son ton oscillant entre fierté et désespoir. Élise, c'est ton père. Nous devons discuter de cette acquisition. Il y a des implications financières, des considérations fiscales. Appelle-moi immédiatement. Bien sûr, il pensait déjà à la façon dont il pourrait obtenir une part de mon succès. J'effaçai celui-là aussi. Il voulait parler. Il voulait faire partie de mon succès maintenant qu'il était public, maintenant qu'il rejaillissait sur eux. Mais c'était trop tard. J'ai passé le reste de la journée à ignorer leurs appels et messages. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me promener, profitant du soleil et de l'anonymat d'une nouvelle ville où personne ne me connaissait comme la ratée de la famille. Ce soir-là, je rallumai enfin mon téléphone. Il y avait 67 appels manqués et plus de 150 SMS. Je les fis défiler, lisant le désespoir dans leurs mots. Ma mère, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous nous inquiétons pour toi. Nous devons célébrer ensemble. Mon père, nous devons parler de ton avenir. C'est important. Il y a des opportunités dont nous devrions discuter. Clara, tu ne peux pas juste nous ignorer. Nous sommes ta famille. Je suis ta sœur. On devrait fêter ça ensemble. Je ris amèrement. Famille. Il voulait me revendiquer maintenant que je valais quelque chose. Maintenant que j'avais de la valeur. Mais où était-il quand je galérais? Où était-il quand je travaillais à 3 endroits pour payer mes études? Où était-il quand je mettais tout mon cœur et mon âme à construire mon entreprise? Il n'était nulle part. Ils se moquaient de moi, me rejetaient, essayaient de me pousser hors de leur vie. Et maintenant, ils voulaient revenir. Ma tante envoya un message aussi. Élise, ta mère est hors d'elle.
S'il te plaît, appelle-la. Elle t'aime beaucoup et est si fière. J'ai failli rire aux éclats. Elle m'aime. Où était cet amour il y a 3 jours? Même mon oncle envoya un message. Félicitations pour ton succès. Tes parents sont ravis. S'il te plaît, contacte-les. J'ouvris un nouveau SMS et tapai une seule phrase à ma mère. Je vais bien. Ne me contactez plus. Puis je bloquai son numéro. Je fis de même avec mon père, Clara, Hugo et le reste de ma famille élargie qui s'était assise à cette table et m'avait regardé me faire humilier sans dire un mot. J'avais fini. Au cours des jours suivants, la nouvelle continua de se répandre. Je fus contacté par des journalistes, des leaders de l'industrie et même quelques investisseurs en capital risque intéressés par ma prochaine étape. Je donnai une poignée d'interviews soigneusement sélectionnées, chacune soulignant mon parcours et ma vision pour l'avenir. Dans chaque interview, on me posait des questions sur ma famille et mon système de soutien. Ils ont été très encourageants, mentis-je avec aisance, gardant mon expression neutre. Je suis reconnaissante pour les bases qu'ils ont fournies. Je ne leur devais pas l'honnêteté. Je ne leur devais rien. Et je n'allais certainement pas leur donner la satisfaction de reconnaître publiquement leur rejet. Laisse-les lire entre les lignes. Laisse-les se demander pourquoi je ne les mentionnais pas par leur nom, pourquoi je ne les remerciais pas spécifiquement, pourquoi je ne les invitais pas à partager ce moment. Pendant ce temps, le désespoir de mes parents grandissait de façon exponentielle. Ils commencèrent à tendre la main par le biais de connaissances communes, essayant de me faire parvenir des messages. Une de mes vieilles amies de fac m'a appelé pour me dire que ma mère l'avait contactée, la suppliant de transmettre un message. Elle dit qu'elle est désolée, dit mon amie avec hésitation. Elle veut arranger les choses. Elle dit qu'il y a eu un malentendu. Dis-lui que c'est trop tard, répondis-je calmement. Mon amie hésita. Élise, tu es sûre? Je veux dire, ce sont tes parents. Peut-être qu'ils méritent une autre chance. Ils ont cessé d'être mes parents il y a longtemps, dis-je doucement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Elle n'insista pas, sentant la finalité dans ma voix. Une semaine après que la nouvelle eut éclaté, je reçus une lettre par la poste. C'était de ma mère, écrite à la main sur du papier à lettres coûteux, le genre qu'elle réservait aux mots de remerciement pour les gens qu'elle voulait impressionner. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était longue et confuse, pleine d'excuses et de justifications. Elle prétendait qu'ils avaient toujours cru en moi, qu'ils ne voulaient que ce qu'il y avait de mieux pour moi, que le chèque et le billet d'avion étaient destinés à m'aider, pas à me blesser. Chaque mot était un mensonge. Elle écrivait à quel point ils étaient fiers, comment ils avaient toujours su que j'étais spécial, comment ils avaient hâte de célébrer mon succès avec moi. Elle mentionnait vouloir organiser une fête pour moi, me présenter à leurs amis, me montrer. C'était du révisionnisme historique à son meilleur. Elle réécrivait le passé pour l'adapter au présent, prétendant que des années de négligence et de rejet n'avaient jamais eu lieu. Je lus la lettre une fois, puis la déchirai en morceaux et la jetai à la poubelle. 2 semaines après le repas de famille, l'argent de l'acquisition arriva sur mon compte. Je fixai le solde sur l'écran de mon téléphone, les chiffres presque incompréhensibles. 8 500 000 €. J'avais réussi. Je l'avais fait toute seule, sans leur soutien, sans leur croyance, sans leur validation. Et maintenant, j'étais libre. J'ai commencé à planifier mes prochaines étapes avec soin et délibération. J'ai investi une partie importante de l'argent dans des portefeuilles diversifiés gérés par l'une des meilleures sociétés de gestion de patrimoine du pays. J'ai fait des dons substantiels à des causes qui me tenaient à cœur, des organisations soutenant les femmes dans la tech, des bourses pour les étudiants à faible revenu, des programmes aidant les jeunes entrepreneurs. J'ai mis de côté des fonds pour ma prochaine entreprise, esquissant déjà des idées pour de nouveaux projets qui m'excitaient. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment maître de mon destin. Mes parents, pendant ce temps, sombraient. Par les quelques amis communs qui ne m'avaient pas encore coupé, j'appris qu'ils luttaient pour sauver la face dans leurs cercles sociaux. Les gens posaient des questions inconfortables. Pourquoi n'avaient-ils pas su pour mon succès? Pourquoi ne m'avaient-ils pas soutenu? Pourquoi avaient-ils semblé si désireux de se débarrasser de moi? Ma mère aurait fondu en larmes lors d'un déjeuner de fin d'année lorsque quelqu'un la félicitait d'avoir une fille aussi réussie. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle n'avait assisté à aucun de mes événements professionnels, pourquoi elle n'avait jamais mentionné mon entreprise,
Pourquoi elle semblait si surprise par des nouvelles qui se préparaient depuis des mois? Une des femmes au déjeuner aurait dit, « Vous devez être si fière d'avoir élevé une fille aussi accomplie toute seule », et ma mère, incapable de maintenir la mascarade, avait éclaté en sanglots et était partie. La suffisance de Clara s'était entièrement évaporée. La vidéo qu'elle avait enregistrée, ma supposée humiliation, était maintenant une source de son propre embarras profond. Elle l'avait postée brièvement sur ses réseaux sociaux avant de réaliser à quel point cela se retournerait contre elle de manière catastrophique, puis l'avait rapidement supprimée. Mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran avaient circulé. Les gens la dénonçaient pour s'être moquée du succès de sa sœur, pour avoir été cruelle et mesquine, pour avoir filmé ce qu'elle pensait être le moment le plus bas de quelqu'un. Son image en ligne soigneusement organisée de fille parfaite, de professionnelle à succès, de sœur cadette enviable, tout cela s'effondra en quelques jours. Je n'avais pitié d'aucun d'entre eux. Ils avaient fait leur lit. Maintenant, ils pouvaient se coucher dedans. Les appels et messages de ma famille ne s'arrêtaient pas, mais ils évoluaient considérablement en ton au cours des semaines suivantes. Au début, c'était de la fierté et des félicitations. Puis, c'est devenu de la confusion et de la blessure. À la mi-décembre, cela avait basculé vers la colère et le désespoir. Mon père laissa un message vocal qui frisait la menace. « Élise, tu dois me rappeler. Nous méritons de faire partie de cette conversation. Tu ne serais pas arrivé là sans nous pour t'élever. Tu nous dois au moins ça. N'oublie pas d'où tu viens. » Je l'écoutai une fois, puis l'effaçai. Il avait tort. Je ne leur devais rien. Si quoi que ce soit, j'étais arrivé là malgré eux, pas grâce à eux. Clara essaya une approche différente. Elle m'envoya un long email confus s'excusant pour tout. Elle prétendait qu'elle avait été jalouse de moi, qu'elle avait toujours ressenti la pression d'être parfaite, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Elle me suppliait de lui pardonner et de la laisser faire partie de ma vie à nouveau. L'email continuait sur des pages détaillant toutes les façons dont elle regrettait soi-disant ses actions, comment elle m'avait toujours admiré, comment elle voulait que nous soyons proches. Je lus l'email 2 fois, cherchant un remords authentique. Je n'en trouvais aucun. C'était performatif, soigneusement conçu pour me manipuler et me faire sentir coupable. Les mots étaient jolis, mais ils étaient vides. Elle ne s'excusait pas pour des actions spécifiques, juste pour des erreurs vagues. Elle ne reconnaissait pas ce qu'elle avait réellement fait de mal. Je l'archivais sans répondre. Les tentatives de ma mère étaient les plus persistantes et envahissantes. Elle envoya des fleurs à mon nouvel appartement. Je les donnai à un hôpital voisin. Elle essaya de contacter mon avocat, qui lui dit poliment mais fermement de cesser toute communication. Elle réussit même à retrouver ma trace et se présenta dans un café à Bordeaux où je travaillais un après-midi. Je la vis à travers la vitrine regarder autour d'elle désespérément, serrant son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée. Je rassemblais tranquillement mes affaires et me glissais par la sortie arrière avant qu'elle ne puisse me repérer. Je n'étais pas intéressé par la réconciliation. Je n'étais pas intéressé par leurs excuses ou leurs regrets fabriqués. J'avais passé 29 ans à être invisible pour eux. Et maintenant que j'étais enfin visible, je ne voulais pas qu'ils me voient. Un mois après l'acquisition, je reçus une invitation pour parler lors d'une prestigieuse conférence technologique à Paris prévue pour la mi-janvier. L'invitation venait des organisateurs de la conférence eux-mêmes qui avaient lu à propos de mon acquisition et voulaient me présenter comme conférencière principale. C'était exactement le genre d'opportunité dont j'avais rêvé pendant des années. J'acceptai immédiatement malgré mon anxiété à parler en public. Cela faisait partie de ma nouvelle vie et je devais l'embrasser pleinement. Je passais des semaines à préparer ma présentation, me concentrant sur mon parcours, les défis que j'avais affrontés, les innovations techniques que j'avais développées et les leçons que j'avais apprises en cours de route. Je ne mentionnais pas ma famille directement, mais le sous-texte était impossible à manquer. J'avais fait cela seul. Le jour de la conférence arriva froid et clair. Je me tenais en coulisses, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait sortir de ma poitrine. Mais sous la nervosité se trouvait autre chose. De l'excitation, de la fierté et une détermination féroce à posséder mon histoire. Quand mon nom fut appelé, je marchai sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. L'auditorium était rempli d'entrepreneurs, d'investisseurs, de développeurs et de leaders de l'industrie, plus de 2000 personnes.
Je regardais la mère de visage et ressentis une vague de quelque chose que j'avais rarement éprouvé, l'appartenance. Je commençai ma présentation en parlant aussi confidentiellement que possible de mon entreprise, de ma vision et de mes plans pour l'avenir. Le public était engagé, hochant la tête, prenant des notes, riant à mes blagues, posant des questions réfléchies pendant la session de questions-réponses. Je pouvais sentir leur respect, leur intérêt sincère, leur admiration pour ce que j'avais accompli. Et puis, à mi-chemin de mon discours, je remarquai deux visages familiers au dernier rang. Mon père et ma mère. Ils étaient assis ensemble. Les bras de mon père croisés défensivement. Ma mère serrant son sac comme une bouée. Il me regardait avec des expressions qui mêlaient espoir, désespoir et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Je me figeai juste une fraction de seconde, mon souffle se bloquant. Comment avait-il découvert cet événement? Comment avait-il obtenu des billets? Puis je me souvins que c'était une conférence publique. N'importe qui pouvait acheter un pass. Je pris une profonde inspiration et continuai ma présentation, refusant de laisser leur présence me dérailler. Je ne les regardais plus. Je me concentrais sur les gens qui se souciaient vraiment de ce que j'avais à dire. Les gens qui me voyaient comme une entrepreneuse à succès plutôt que comme une fille décevante. Quand je terminai, les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent en acclamant, et je sentis les larmes me piquer les yeux. Je l'avais fait. Je m'étais prouvé, non seulement à ma famille, mais à moi-même et au monde. Plusieurs personnes se précipitèrent vers la scène après, voulant me parler, échanger des cartes de visite, discuter de collaborations potentielles. Alors que je quittais la scène 20 minutes plus tard, mes parents essayèrent de m'intercepter dans le couloir. Mon père s'avança rapidement, la main tendue. « Élise, attends. Nous devons parler. » Je le regardai, puis ma mère. Ses yeux étaient cernés de rouge, son mascara légèrement coulé. Elle avait pleuré. « S'il te plaît, ma chérie, dit-elle, la voix brisée. Accorde-nous juste 5 minutes. C'est tout ce qu'on demande. S'il te plaît. » Je secouai la tête lentement. Je n'ai rien à vous dire. L'expression de mon père se durcit, sa mâchoire se serrant. Tu ne peux pas juste nous couper de ta vie comme ça. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, une éducation. Vous vous êtes sacrifiés pour moi. Je sentis un rire amer s'échapper de ma gorge. Vous n'avez rien payé. Vous n'avez rien soutenu. Vous n'avez cru en rien de ce que je faisais. Ma mère tendit la main comme pour toucher mon bras, mais je reculai. Nous avons fait des erreurs, Élise. Nous le voyons maintenant. Mais nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. S'il te plaît, tu dois le croire. Vous ne m'aimiez pas lors de ce repas dimanche, dis-je doucement, ma voix stable malgré l'émotion qui bouillonnait en moi. Vous avez dit à tout le monde que j'étais un embarras. Un boulet à vos pieds. Vous avez dit que 10 000 euros, c'était plus que je ne méritais. Le visage de ma mère devint pâle. Elle n'avait pas réalisé que j'avais entendu cette conversation. Vous m'avez payé pour disparaître, continuai-je, ma voix devenant plus forte. Vous vouliez tellement que je parte que vous m'avez acheté un billet aller simple et m'avez tendu un chèque comme si j'étais un problème que vous pouviez régler avec de l'argent. Alors, je suis parti. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Le visage de mon père devint rouge, sa voix s'élevant. Tu es complètement déraisonnable, Élise. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous avons mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je le coupai, ma propre voix s'élevant maintenant. Vous n'avez rien fait. J'ai payé mes propres études pendant que vous financiez l'école privée de Clara. J'ai construit mon entreprise de mes propres mains, avec ma propre intelligence, ma propre détermination pendant que vous vous moquiez de moi à chaque tournant. Vous ne croyez pas en moi. Vous ne me souteniez pas. Vous vouliez que je parte. Ce n'est pas juste, dit ma mère faiblement, les larmes coulant sur son visage. Nous essayons de t'aider à trouver ta voie. Juste? Je la fixais. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu ne t'es pas présenté à mon discours de remise de diplôme? Était-ce juste quand vous avez ri de mon idée d'entreprise? Était-ce juste quand vous m'avez dit que je devrais trouver un vrai travail parce que je n'arriverai jamais à rien?
Était-ce juste quand vous avez dépensé des milliers pour les études de Clara tout en refusant de me donner un seul euro? Aucun d'eux n'avait de réponse. Je pris une profonde inspiration, me stabilisant. Je ne vous dois pas de pardon. Je ne vous dois pas de relation. Vous avez fait votre choix il y a 3 semaines. Maintenant, je fais le mien. Élise, s'il te plaît, commença ma mère, tendant la main vers moi à nouveau, mais je me tournai et m'éloignai, les laissant debout dans ce couloir. Je ne regardais pas en arrière. Derrière moi, j'entendis ma mère sangloter et mon père dire quelque chose de dur et de colère, mais je continuai à marcher. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel, je me laissais ressentir tout ce que j'avais retenu. Je pleurais non pas pour eux mais pour la fille que j'avais été. Celle qui avait tant essayé de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pleuré pour toutes les années que j'avais gaspillées à espérer qu'il me verrait, me reconnaîtrait, me valoriserait. Et puis j'ai séché mes larmes, commandé le service d'étage et commencé à planifier ma prochaine entreprise. Le lendemain matin, je me réveillais avec un autre barrage de messages de membres de la famille élargie. Ils avaient apparemment entendu parler de la confrontation à la conférence. Certains disaient que j'étais trop dur, que je devrais donner une autre chance à mes parents. D'autres disaient qu'ils comprenaient, mais espéraient que je trouverais finalement dans mon cœur la force de pardonner. Mais quelques personnes me surprirent. Ma cousine Bérénice, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'envoya un long message. « J'ai toujours su qu'il te traitait injustement », écrivit-elle. Je le voyais à chaque réunion de famille, à chaque fête. La façon dont il s'illuminait quand Clara entrait et t'ignorait à peine. La façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là. J'aurais dû dire quelque chose. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Mais je suis fier de toi pour t'être défendu. Tu ne leur dois rien. Vis ta meilleure vie, Élise. Tu l'as mérité. Ce message signifiait plus pour moi que n'importe quelle excuse de mes parents ne le pourrait jamais. Au cours des semaines suivantes, je me jetais complètement dans mon travail et ma nouvelle vie. Je commençais à faire du conseil pour d'autres startups, partageant les connaissances et l'expérience que j'avais acquises. Je fis des investissements stratégiques dans plusieurs entreprises prometteuses, en particulier celles fondées par des femmes et des entrepreneurs sous-représentés qui me rappelaient ma jeunesse. Des gens qui avaient été négligés, rejetés, à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bons. J'ai aussi commencé à écrire un blog sur l'entrepreneuriat, la résilience et l'importance de couper les relations toxiques de sa vie, même lorsque ces relations sont familiales. Le blog gagna rapidement en popularité, résonnant auprès de milliers de personnes qui avaient vécu un rejet et un mépris similaires. Je reçus des centaines de messages de lecteurs partageant leurs propres histoires, me remerciant de leur avoir donné la permission de s'éloigner des gens qui les diminuaient, qui les faisaient se sentir petits. Une femme écrivit « J'essaie de gagner l'approbation de mon père depuis 40 ans. Lire votre histoire m'a fait réaliser que je ne l'aurai jamais, et c'est ok. Je me suffis à moi-même. » C'était puissant de transformer ma douleur en quelque chose qui pouvait aider les autres. Pendant ce temps, la situation de mes parents continuait sa spirale descendante. Par les quelques connaissances communes que je n'avais pas bloquées, j'appris qu'ils étaient tranquillement ostracisés par leur cercle social. Les gens les voyaient comme des hypocrites et des parents défaillants. Des gens qui avaient rejeté leur fille brillante et essayaient maintenant désespérément de s'attribuer le mérite de ses réalisations. Le club de golf où ma mère était membre depuis 20 ans suggéra discrètement qu'elle pourrait être plus à l'aise ailleurs. Les réseaux professionnels auxquels mon père appartenait n'avaient soudainement plus de place pour lui lors de leurs événements. Ma mère était apparemment devenue une sorte de recluse, ne quittant la maison que pour des rendez-vous médicaux et faire les courses à des heures impaires où elle était le moins susceptible de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. La vie sociale trépidante qu'elle avait autrefois maintenue, les clubs de lecture, les déjeuners, les comités de charité, les réceptions s'étaient complètement étiolées. Elle avait construit toute son identité autour du fait d'être la mère parfaite avec la famille parfaite. Et quand cette façade s'est effondrée, elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Les amis arrêtèrent d'appeler. Les invitations se tarirent. Elle passait ses journées seule dans la maison, entourée de photos d'une famille qui n'existait plus. L'activité de conseil de mon père s'effondra complètement en moins d'1 an. Alors que le mot se répandait dans la communauté d'affaires lyonnaise sur la façon dont il avait traité sa propre fille, il fut forcé de prendre un emploi qu'il considérait en dessous de lui, travaillant pour un ancien concurrent à une fraction de son salaire précédent. L'humiliation le rongeait quotidiennement. Il avait toujours été fier de sa réputation professionnelle, et la voir s'effriter était dévastateur.
Il prit 10 ans en 12 mois. Clara lutta à travers une série de relations ratées et d'emplois de courte durée. Sa réputation à Lyon était définitivement ternie par la vidéo virale et son propre comportement vindicatif. Personne ne voulait embaucher la femme qui s'était moquée de sa sœur à succès. Personne ne voulait sortir avec la femme qui avait été si publiquement cruelle. L'enfant prodige était terni au-delà de toute reconnaissance. Incapable d'échapper à l'ombre de sa propre cruauté, elle finit par quitter Lyon, déménageant dans un petit village de la Creuse, où personne ne connaissait son histoire, travaillant dans une épicerie et vivant dans un studio qui faisait ressembler mon ancien appartement à un palais. La famille qui m'avait autrefois regardé de haut avec un tel mépris portait maintenant le poids de ses choix chaque jour, leur vie étant un testament aux conséquences de valoriser l'image plutôt que l'intégrité, la cruauté plutôt que la gentillesse, et l'orgueil plutôt que l'amour. Quant à moi, j'étais dans ma belle maison à Bordeaux, acheté content, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière naturelle, un jardin où Scout pouvait courir et jouer, et un bureau à domicile où je pouvais travailler sur mes nouveaux projets. 6 mois après ce fameux repas, mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. Quelque chose me dit de répondre. « Bonjour, Élise. C'est ton père. » J'aurais dû raccrocher immédiatement, mais la curiosité l'emporta. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il y eut une longue pause, puis un lourd soupir. Je voulais m'excuser. Vraiment, sincèrement m'excuser. Pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que j'ai besoin que tu saches que j'avais tort. Je ne dis rien, attendant. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi ces derniers mois. Nous voyons maintenant à quel point nous t'avons maltraité, à quel point nous avons complètement échoué en tant que parents. Nous avons laissé nos propres insécurités et nos définitions étroites du succès obscurcir notre jugement. Nous avions tort, Élise, surtout, et je suis profondément, vraiment désolé. Sa voix se brisa, et je réalisai qu'il pleurait. Pendant un bref instant, je ressentis une lueur de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais une reconnaissance de sa douleur. Mais ensuite je me souvins. Je me souvins de chaque commentaire désobligeant, de chaque événement manqué, de chaque fois qu'ils avaient choisi Clara plutôt que moi, de chaque moment où ils m'avaient fait me sentir sans valeur. J'apprécie les excuses, dis-je doucement, ma voix stable, mais ça ne change rien. Je comprends, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu nous accueilles à nouveau dans ta vie. J'avais juste besoin que tu saches que nous sommes désolés, que nous voyons ce que nous avons fait. Que nous t'avons failli de toutes les manières dont des parents ne devraient jamais faillir à un enfant. C'est vrai, convins-je simplement. Ta mère voulait t'appeler elle-même, mais elle ne pouvait pas arrêter de pleurer. Clara voulait aussi te contacter. Nous faisons tous face aux conséquences de nos actions. Bien, dis-je. Vous devriez. Il y eut un long silence. Y a-t-il quelque chose, quoi que ce soit que nous puissions faire pour arranger ça, demanda-t-il, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Non, dis-je simplement. Il n'y a rien. Ce qui est fait est fait. Je l'entendis prendre une inspiration tremblante. Je comprends. Je voulais juste. Je voulais que tu le saches. Et je voulais que tu saches que malgré tout, nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Tu n'as pas le droit d'être fier, dis-je fermement. La fierté se mérite par le soutien et la croyance. Tu ne m'as donné ni l'un ni l'autre. Tu as raison, dit-il doucement. Tu as absolument raison. Je fermai les yeux, sentant le poids de ses mots. Au revoir, dis-je doucement, et je raccrochai. Je restai assise là un long moment tenant mon téléphone, me sentant étrangement vide. Puis je le posai, appelai mon chien, Scout, le Golden Retriever que j'avais adopté un mois plus tôt, et allai me promener dans la douce soirée bordelaise. Alors que les mois continuaient de passer, je construisis une vie dont j'étais véritablement fier. La maison avait un petit potager où je commençais à faire pousser des légumes, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu de place auparavant. Je me fis de vrais amis, des gens qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux ou comment je rejaillissais sur eux. Je rejoignis un groupe de femmes dans la tech qui se réunissait mensuellement. Je trouvai un club de lecture qui discutait réellement de livres au lieu de commérer. Je me connectais avec d'autres entrepreneurs qui comprenaient le voyage que j'avais parcouru. Je voyageais beaucoup, visitant enfin tous les endroits dont j'avais rêvé mais que je n'avais jamais eu le temps ou l'argent de voir. Tokyo, où je m'émerveillais de l'intersection entre tradition et technologie.
Barcelone, où je me perdis dans le quartier gothique sans que cela me dérange du tout. La Nouvelle-Zélande, où je randonnais à travers des paysages qui ressemblaient à un autre monde. L'Islande, où je me baignais dans des sources chaudes sous les aurores boréales. Je me mis à des loisirs pour lesquels je n'avais jamais eu de temps auparavant. L'escalade dans une salle locale, où j'aimais l'aspect résolution de problèmes pour trouver le bon chemin sur un mur. Des cours de poterie, où j'appris que j'étais terrible à ça, mais j'appréciais quand même. Des cours de piano, où je travaillais lentement sur des morceaux que j'avais aimés pendant des années, mais que je n'avais jamais pensé jouer. Pour la première fois de ma vie entière, je me sentais entière, complète, libre. Je ne me suis jamais réconcilié avec mes parents ou ma sœur. Ils ont tendu la main occasionnellement au fil des années, anniversaires, fêtes, les tentatives obligatoires de contact. Mais j'ai gardé mes limites fermes. Je ne leur devais pas de pardon. Je ne leur devais pas de relation. Je ne leur devais pas l'accès à la vie que j'avais construite sur les cendres de leur rejet. Ils m'avaient donné un chèque et un billet d'avion, pensant se débarrasser d'un embarras, résoudre un problème, effacer une tâche sur leur portrait de famille parfait. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré pour devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être. Et j'avais utilisé cette liberté pour construire quelque chose d'extraordinaire. La vengeance que j'avais prise n'était pas bruyante ou dramatique. C'était simplement devenir tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais jamais être et le faire complètement sans eux. J'avais appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction. C'était un succès si complet que leur absence de ma vie devenait la punition qu'ils s'infligeaient à eux-mêmes. Et alors que je m'asseyais pour travailler sur mon prochain projet, entouré de la vie que j'avais construite de mes propres mains, de mon propre esprit, de ma propre détermination, je réalisais que la fille qui s'était assise à ce repas dominical en serrant un chèque et un billet d'avion avait enfin, vraiment, complètement trouvé sa maison.